Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la rubrique sport, on va s'intéresser à la traumatologie et plus particulièrement aux tendinopathies, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors si vous voulez connaître le top 20 des facteurs favorisant les tendinopathies et les solutions que je vous propose, soit pour les prévenir dans un idéal, soit pour les guérir si le mal est fait, alors suivez-moi aujourd'hui dans ce premier des deux volets où j'ai 13 minutes 24 pour aborder les 11 premières causes et solutions associées, avec des généralités certes, mais aussi des cas particuliers sur le coureur à pied. Alors cette liste n'est ni par ordre croissant, même si les deux premières causes énoncées sont souvent les plus fréquemment rencontrées, ni exhaustive, mais on va essayer de balayer un champ assez large quand même pour que vous puissiez agir sur plusieurs leviers. Donc c'est plutôt lors de la deuxième partie, le deuxième volet, que la naturopathie rentrera en piste. Alors si on devait donner une définition des tendinopathies, c'est l'ensemble des pathologies qui peuvent affecter un tendon, tout simplement. Alors bien sûr, il peut s'agir d'une inflammation, comme on l'entend souvent, un tendinite, qui signifie inflammation des tendons, mais aussi de microtraumatismes de type lésion ou encore de calcification. Donc la première cause qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le volume, c'est-à-dire sa gestion. C'est une problématique plutôt chronique qui va se dessiner sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, l'un des facteurs principaux va être en relation avec la charge. Vous allez avoir une augmentation de la charge trop importante, pas assez progressive. Donc pour le cas particulier de la course à pied, je vais faire une généralité et comme on est tous des cas particuliers, je vous demande d'adapter ce que je vais dire en fonction de votre passé et de votre présent. Donc pour le cas particulier de la course à pied, on va éviter de dépasser les 5 à 10% d'augmentation de volume par semaine. Et ça, on va l'apprécier aussi en fonction de votre passé sportif, de votre niveau. On va prendre en compte aussi la potentielle augmentation d'intensité que vous allez faire en parallèle de cette augmentation de volume. Donc, en gros, restez à l'écoute de votre corps. Chaque sortie en volume et en intensité, elle suscite un stress et c'est ce qui est recherché. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'adaptation qu'il va provoquer. Et si vous ne laissez pas assez de temps de récupération après ce stress, alors il n'y aura pas une adaptation optimale. Et séance après séance, une surcharge pourra être le lit d'une blessure de type inflammatoire ou tissulaire. Donc il va falloir tout simplement apprendre à quantifier son stress mécanique, son stress tissulaire. C'est vraiment la clé de voûte pour réduire à néant la possibilité de survenue d'une blessure. Car la blessure, comme on peut souvent l'entendre, ne doit pas faire partie de la vie du coureur. On peut très bien s'en passer si les stress mécaniques sont correctement quantifiés. Alors je vous note ce qui me semble un schéma très prudent d'augmentation de volume. Donc à adapter bien sûr en fonction de votre niveau, de votre passé, etc. Donc de 0 à 25 km par semaine, vous pouvez augmenter de 15%. Entre 25 et 50 km, vous pouvez augmenter de 12,5%. Si vous faites entre 50 et 75 km, alors vous pouvez augmenter de 10%. Entre 75 et 100 km, vous pouvez augmenter de 7,5%. Et enfin, au-delà des 100 km, vous pouvez augmenter de 5%. Donc, laissez-vous le temps pour bien faire les choses, car il n'y a pas que le paramètre volume qui va évoluer au fil de ces semaines. Tous les autres paramètres seront aussi à prendre en compte. En résumé, qui va piano va sano. Alors, deuxième cause la plus fréquemment rencontrée, l'intensité. Donc là, on se situe plutôt sur un problème aigu, à savoir sur plusieurs heures. Ça sera un exercice inhabituel, sollicitant trop les muscles de ce tendon. Donc par exemple, si vous faites 30 minutes de corde à sauter alors que vous n'en avez jamais fait, vous pouvez faire des fractionnés trop intenses ou une séance de trail en montée ou en descente de manière très inhabituelle, ou alors une séance de musculation encore trop intense. Ça peut être aussi sur un schéma de répétition totalement hors cadre sportif, par exemple rejardiner alors que ça fait 7 mois que vous n'avez pas été dans le jardin et tout d'un coup vous faites 4 heures d'affilée, ou alors faire des vendanges l'été, on est sur un geste répétitif auquel vous n'êtes pas habitué. Donc là, on peut se retrouver sur un schéma plutôt inflammatoire et il faut vraiment prendre conscience que l'inflammation, ça reste un processus de réparation. Donc il va falloir l'accompagner plutôt que l'annihiler. Donc on oublie direct les anti-inflammatoires parce qu'ils vont ralentir le processus de reconstruction tissulaire. Alors dès le début, on peut s'autoriser 3-4 jours de repos, bien entendu, en fonction de l'état inflammatoire. Mais après, il va vite falloir remettre la machine en route, mais de manière intelligente.
On peut par exemple veiller à maintenir dès le début une activité cardiovasculaire avec de l'entraînement croisé. La vascularisation qu'elle va engendrer favorisera la guérison, mais sans provoquer d'irritation tissulaire. Même s'il faut rappeler que le tissu tendineux, il a une capacité de récupération et de cicatrisation quand même moins importante par rapport au tissu musculaire, car il est beaucoup moins vascularisé. Donc pour l'entraînement croisé, par exemple, le vélo, ça me semble plus adapté pour la plupart des tendinopathies liées à la course à pied. Pourquoi pas des massages assez doux, éventuellement le lendemain ou sur le lendemain, mais plutôt sur le corps musculaire, s'il n'a pas été touché. Ça soulagera un petit peu les contraintes au niveau tendineuse. Et ensuite et surtout, on va débuter un travail de renforcement musculaire, surtout en isométrique en première intention et en veillant à ce que la douleur n'augmente pas. Vous pouvez vous appuyer sur le protocole Peace and Love de la clinique du coureur. Ça sera vraiment très adapté pour les problèmes de charge et d'intensité dont on vient de parler. Donc si je vous la fais rapide, en gros quand vous faites des exercices en iso, notamment en première intention, la douleur ne doit pas dépasser 3 sur 10. Ensuite, la douleur, elle s'arrête quasiment instantanément quand vous arrêtez l'exercice. Et le lendemain, vous ne devez pas avoir une douleur qui dépasse les 2 sur 10. Et le renforcement en tant que tel ne doit pas engendrer de gonflement. Donc si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, bien entendu, votre kiné sera le plus à même de vous accompagner dans ce processus, car chaque tendinopathie demande vraiment une prise en charge unique. Donc troisième cause, une cause biomécanique, c'est-à-dire la posture à l'effort. Je ne sais pas si vous avez par exemple une entorse ou une problématique de verrue ou d'ampoule, on va peut-être adopter une posture antalgique, mais si cette position perdure, alors on va se retrouver dans une problématique posturale qui peut remonter par exemple jusqu'au genou, jusqu'au bassin, jusqu'au lombaire. Donc attention à la surcompensation que vous allez provoquer lors d'un contexte très particulier, par exemple le contexte d'une entorse. Et pour limiter ces contraintes au sol, vous pouvez par exemple essayer de changer un peu votre biomécanique de course en essayant d'augmenter un peu la cadence ou en essayant de faire le moins de bruit possible. Ça limitera les forces d'impact au sol et naturellement les contraintes tendineuses. Quatrième cause, les chaussures. Si vous avez un changement de chaussure, par exemple avec une réduction ou une augmentation du drop trop importante, c'est-à-dire que vous êtes passé d'une chaussure avec une inclinaison de semelle importante à une semelle quasiment plate, ou inversement, alors les contraintes sur les mollets ou les genoux bassins vont être trop marquées d'un coup. Ça peut être par exemple le cas quand on débute la course à pied ou lorsqu'on veut passer en chaussures minimalistes, l'inverse étant plus rare. Donc utilisez plusieurs paires de chaussures si possible pour varier la proprioception du pied et les contraintes liées au drop et intégrer progressivement la nouvelle paire. Alors cause numéro 5 des tendinopathies, on reste sur la chaussure mais cette fois-ci on va s'intéresser à l'usure des chaussures. Donc surtout chez les pronateurs et les supinateurs, avec des chaussures trop usées et une semelle trop importante, on va accentuer la problématique au fil des séances. Un peu sur le même schéma que sur les postures, on peut avoir petit à petit un problème qui va s'amplifier au fil de l'usure et créer des tendinopathies potentiellement. Alors bien sûr au niveau des chevilles internes, mais ça peut aussi ressurgir au niveau du genou et éventuellement au niveau du bassin. Donc pour ceux qui ont des pronations et des supinations trop marquées, à mon avis, il faudra plutôt tendre vers des chaussures minimalistes et fuir les chaussures avec des grosses semelles. Alors bien entendu, on tend vers des chaussures minimalistes sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sinon c'est la blessure assurée. Il y aura trop de contraintes au niveau notamment du tendon d'Achille. Et je me répète, mais utilisez plusieurs paires de chaussures pour varier la proprioception du pied. Alors cause numéro 6, les contraintes anatomiques. Donc les problématiques anatomiques au niveau de la cheville, du genou ou du bassin. Par exemple, si vous avez une jambe plus courte que l'autre, bon là, le passage chez un podologue pour des semelles orthopédiques, ça sera un passage obligé. Après, si vous avez juste un déplacement temporaire, notamment je sais pas, au niveau du bassin, des lombaires, ça peut bien entendu avoir des répercussions au niveau des genoux, au niveau de la cheville. Donc je ne sais pas si vous avez par exemple un problème au niveau lombaire, vous pouvez essayer d'amener du chaud en première intention, soit sous forme de bouillotte, soit sous forme d'huile essentielle ou d'huile végétale qui vont réchauffer pour mieux relaxer. Et si ça ne se rééquilibre pas sous quelques jours, eh ben, vous pouvez bien entendu aller voir un ostéopathe ou un fasciathérapeute. Cause numéro 7, les déséquilibres agonistes-antagonistes. Si vous travaillez trop sur une chaîne musculaire et que vous négligez son antagoniste, alors un déséquilibre peut survenir au fil du temps
et la surcharge engendrée sur l'antagoniste et les muscles associés bien entendu pourront amener à une tendinopathie. Donc travaillez toujours les chaînes musculaires complémentaires agonistes-antagonistes et surtout vos points faibles pour rééquilibrer les déséquilibres dont on vient de parler. Donc je ne sais pas, par exemple, si vous travaillez beaucoup les quadriceps, ne négligez surtout pas les ischio-jambiers qui sont leurs antagonistes. 8e cause, le sommeil. Et oui, le sommeil est réparateur et c'est vraiment un élément clé de la récupération et de la régénération de l'organisme. Donc une petite sieste de temps en temps du style 15-20 minutes pour ceux qui le peuvent et surtout une nuit la plus réparatrice possible sera un des garants de votre adaptation au stress, de votre réparation tissulaire. Et n'oubliez pas, l'endurance demande beaucoup plus de sommeil, donc ne le négligez pas. Cause numéro 9, les facteurs psychologiques. Alors vous vous en doutez, les émotions négatives, ça va pas aller dans le bon sens. Donc si vous avez le moral dans les chaussettes, ça va faciliter la survenue de maladies, de blessures. Donc mettez tout en œuvre pour rester dans une dynamique positive, pour qu'il n'y ait pas de contraintes, en tout cas le moins possible. On sait par exemple que le stress synthétise davantage le cortisol qui a un effet néfaste sur le tissu conjonctif favorisant les tendinopathies. Donc si certaines journées vous n'êtes vraiment pas au top, c'est vraiment pas le moment d'aller se faire une séance de taré. Privilégiez le repos et les énergies positives pour pouvoir continuer sur de bons rails. Cause numéro 10, les facteurs génétiques. Donc la génétique, c'est pile ou face, on n'y peut rien. Mais pensez quand même à votre descendance et mettez tout en œuvre pour que l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre dans votre quotidien, améliore votre terrain et profite ainsi à votre lignée. Donc bichonnez vos tendons du mieux que vous pouvez en les faisant bien travailler, en leur donnant bien à manger et en leur donnant de la bonne humeur. 11e cause possible des tendinopathies, le froid. Donc courir dans le froid augmente le risque de blessure. Donc n'hésitez pas à vous habiller en conséquence et surtout en hiver bien s'échauffer. Plus en hiver qu'en été bien entendu et surtout si vous envisagez une séance intensive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire pour qu'on continue à faire ce qu'on a à faire. Et je vous donne rendez-vous pour le 2e volet sur les tendinopathies très prochainement. Allez, ciao!